le web. Et il parle ici de déployer ça sur le client et le serveur. Donc, est-ce que c'est la nouvelle technologie native en quelque sorte pour le web? Donc, on a eu différentes technologies par le passé. Ça peut avoir des cauchemars en voyant cette technologie. Donc, il y avait les appels Java à partir de 95 qui sont arrêtés en 2017. Microsoft a essayé de faire son propre truc avec ActiveX. Il y a eu Flash qui a été arrêté en 2020. Je pense que la dernière version de Flash qui était disponible, il y avait des centaines de vulnérabilités dedans. Je ne corrigeais pas. Puis Google a essayé de faire leur propre version avec les Create. Ils ont laissé ça tomber. Et Mozilla a commencé à travailler sur les SMJS. C'est un technologie intéressante des SMJS. C'est en fait, ils ont dit, il y a JavaScript qui existe, qui est supporté par tous les browsers, on va dire. Maintenant, on va prendre un subset de JavaScript et on va optimiser ce subset à fond. Et donc, on pouvait compiler un programme en C vers ce subset de JavaScript qui était assez restrictif. Et si on a un programme écrit en SMJS, si on n'a pas d'optimisateur pour les SMJS, on peut juste l'exécuter comme du JavaScript normal. Et ça va tourner. Si on a un browser qui contient ce qu'il faut, il peut compiler ce subset vers du code machine. Et donc, il peut exécuter ça de façon beaucoup plus rapide. Et donc, c'est un peu de cette veine-là qu'on a sorti WebAssembly. Donc, WebAssembly, pour faire très court, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut prendre un programme qui, en gros, on sait en plein langage, utiliser un compilateur WebAssembly. LLVM supporte WebAssembly comme backend, mais tout ce qui compile vers LLVM peut généralement compiler vers WebAssembly. On a un programme WebAssembly ou en web. Et ça, on peut l'exécuter sur un navigateur, mais on peut aussi l'exécuter au niveau du serveur, par exemple sur un process node. Pour brièvement vous montrer ça, j'ai quelques éléments ici. Donc ça, donc vous avez ici un programme en C. Ça, c'est la version compilée en WebAssembly. On verra plus en détail du code de WebAssembly, parce que là, c'est un peu petit. Mais donc, ce que Firefox va faire quand il reçoit ce code de WebAssembly, pour l'exécuter, il va le compiler en code machine. Il va exécuter ce code machine. Donc, ça permet d'avoir, si vous regardez en termes de taille de code, c'est assez petit. Là, c'est une factorielle. Le code de WebAssembly est plus long. Et donc, ça permet d'avoir du code qui est assez optimisé, qui tourne dans votre navigateur. Ça, ici, on a une représentation textuelle du code WebAssembly. En pratique, on va avoir une représentation binaire. Donc là, je vais juste copier le code qui est sur le page. Et ça, c'est la représentation binaire. Et il y a une correspondance de 1 à 1 entre les deux. Donc ici, si je clique sur une instruction, je vois où est-ce qu'elle est dans le binaire. Donc il y a des outils qui permettent d'inspecter un peu ça, c'est assez intéressant pour voir à quoi ça ressemble. Il y a aussi, par exemple, qu'est-ce qu'on peut en faire comme usage? Par exemple, un des usages, ça va être de pouvoir optimiser certains aspects d'une application web. Donc, si vous allez sur Google Earth, vous avez, en fait, ça charge un gros fichier WebAssembly. Chez WebAssembly, fait une vingtaine de mégas. Et toute cette partie-là, je n'ai pas analysé en détail, mais je crois qu'il a, par exemple, les aspects calculatoires de Google Earth. Donc, ça fait des applications, rendre des applications web plus fluide. Il y a des gens qui utilisent ça pour ce qui est Internet of Things. Il y a des gens qui utilisent ça sur Arduino aussi, pour des smart contracts. Si vous utilisez Muglock, ces gens, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt d'écrire un programme en assembly eux-mêmes. Plutôt que de compiler un programme vers WebAssembly, ils ont écrit le WebAssembly eux-mêmes. Donc, si vous pouvez voir, ça, c'est une partie de l'extension. En fait, c'est du code de WebAssembly qu'ils ont écrit à la main. Et ça fait partie de l'extension. Mais en fait, c'est du code, c'est pas trop grand, c'est quelques centaines d'assembleurs. C'est tout ce qui est des algorithmes de tri et des choses comme ça. Donc,
Ça a du sens d'implémenter ça en WebAssembly. Ils auraient pu l'implémenter en C et le compiler. Mais ils ont décidé de faire. Donc de nouveau, c'est dans un but d'optimisation généralement. Il y a une autre ici, c'est qu'ils acceptent, donc c'est pour faire du serverless computing, ils acceptent un binaire WebAssembly. Vous voulez utiliser leur service. Vous leur donnez un binaire WebAssembly, eux ils vous donnent un endpoint que vous pouvez appeler. Et dès que vous faites un appel sur ce point, il va lancer le binaire WebAssembly, l'exécuter avec les arguments pour retourner le résultat. Et leur but, c'est d'avoir quelque chose qui est plus rapide à exécuter que lancer toute une machine Docker, etc. Donc, exécuter un binaire WebAssembly, c'est assez rapide. Et donc, ça, c'est une des choses qu'ils font. C'est une des applications. Pourquoi ça s'appelle Edge? Pourquoi ça s'appelle Edge? Je ne sais pas exactement. Tous les termes Edge, serverless, tout ça, ça me dépasse un peu. Je ne sais pas exactement comment catégoriser tout ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place un binaire WebAssembly accessible quelque part. Et on peut appeler. Mais ils exécutent ça chez le cloud. Ouais. Chez eux, mais ils peuvent être loin. Ils peuvent être loin, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ok. C'est pas vraiment Edge. Après, il faut voir plus en détail comment ça fonctionne. C'est je trouvais une utilisation intéressante du point de vue que plutôt que de mettre en place toute une infrastructure avec Docker, ils ont juste un simple binaire, ils ont juste à l'exécuter. Et de par l'ensemble de caractéristiques de sécurité de WebAssembly, ils peuvent l'exécuter de façon aussi sûre qu'un Docker, en tout cas. Sans devoir mettre ça dans l'exécuteur. Est-ce que tu sais s'ils fournissent des garanties sur le délai d'aller-retour ou quelque chose comme ça? C'est plus rapide, justement, il y a un délai plus faible parce que tu ne dois pas lancer toute une machine de cœur. Tu lances un programme littéralement. Okay. Donc, donc en pratique, comment ça se passe? Si vous avez une application en JavaScript, vous pouvez faire ceci pour charger un module WebAssembly. Donc il y a un objet global JavaScript qui s'appelle WebAssembly, qui obtient un ensemble de méthodes. Vous pouvez charger un module WebAssembly. On verra après passer à un objet import. Et puis vous avez le module qui a été chargé par votre moteur JavaScript et vous pouvez accéder à des fonctions qui sont définies dans ce module. Donc ici on appelle une fonction qui a été définie en WebAssembly. Donc on peut appeler depuis JavaScript du code WebAssembly. On peut manipuler la mémoire fait beaucoup de choses. Du côté de WebAssembly, on peut aussi faire des choses intéressantes. Ça, c'est des codes de WebAssembly. On a ici une fonction qui est définie. Dans cette fonction, on va appeler une autre fonction qui a pour indice 0. Et cette fonction elle est définie en JavaScript. Donc, quand on a cet appel de fonction ici, on jette dans du code JavaScript. Où est-ce qu'elle est définie cette fonction? Elle est passée quand on importe le module. Donc, ici, quand on importe le module, on le passe en objet qui va définir les fonctions qui seront accessibles par ce module. Voilà. En fait, peut-être j'ai raté un passage, mais je pense que JavaScript est un langage interprété, alors que l'assembleur est plutôt compilé. Je ne sais pas en fait comment c'est l'interaction. Mais donc en pratique, ce qui va se passer, c'est que le module WebAssembly va être compilé en avance. Il y a moyen de compiler, c'est du langage qui est tout à fait compilable à l'avance. Donc il va être compilé par le navigateur qui le charge, et puis tu peux interagir avec chacune de ces fonctions. Un module WebAssembly, c'est un ensemble de fonctions que tu peux appeler. Très compliqué. Donc on peut appeler du code JavaScript depuis WebAssembly. Et inversement, là-dedans, on peut réappeler du code WebAssembly, donc il y a moyen d'aller dans les directions. Ça, c'est un des cas d'usage possibles. On n'est pas spécialement obligé d'interfacer WebAssembly avec JavaScript, on peut l'interfacer avec ce qu'on veut. Du point de vue du code WebAssembly, il y a des fonctions qui sont importées, peu importe comment est-ce qu'on y a accès, mais on y a accès. Donc il y a des gens qui font des librairies qui utilisent d'autres choses que JavaScript pour charger du code WebAssembly.
Une des choses qu'on peut faire avec, par exemple, c'est compiler des applications bas niveau en C. Donc, par exemple, ici, on a un Hello World en C qui appelle printf de la libc. Il y a des gens qui ont implémenté ou qui ont fait tout un système pour pouvoir exécuter ce code directement en WebAssembly. Donc, printf va être compilé avec le binaire dans ce qu'ils appellent le WebAssembly System Interface WASI. Et donc, en gros, il y a l'application qui a tout libc avec, et puis il y a différentes implémentations de WASI. On peut lancer ça sur le PC, dans la console par exemple. On peut lancer ça, on peut aussi lancer ça dans un navigateur. Donc, ça, c'est des choses encore expérimentales, mais ce sont des cas d'usage possibles. Ça permet de compiler, prendre une application classique et de la compiler en WebAssembly et d'avoir certaines garanties en termes d'isolation quand on l'exécute. En termes de support, c'est assez bien supporté. Donc ici, on a 93% de support de tous les utilisateurs globaux. Ça, c'est une screenshot qui date d'il y a quelques mois. Donc maintenant, on est à 95-96. Donc ça, c'est supporté par tous les navigateurs principaux. Pardon? On va voir maintenant où ça en est. Donc, maintenant, on rentre un peu plus dans les détails techniques. Donc, WebAssembly, c'est un format d'instruction pour une machine stack-based. Donc, quand on dit qu'est-ce que ça veut dire, donc ici, on a un module WebAssembly. Un module WebAssembly, ouais. Investigation. The workflow there is the browser to the client. It has to download the virtual machine to the client side, right? No, the virtual machine is in the browser already. There. So all the green stuff, that's browser would have a virtual machine already. Right. So you just download the compile. Yep. Code and execute locally in the browser. Yep. I can show you. Donc ici, ça c'est Google Earth. Quand je charge la page, ici, il y a toutes les ressources qui sont appelées, donc les JS, entre autres, mais il y a Earth.wasm. Et ça, c'est en binaire WebAssembly. Ici, on a le code. Et donc, ça va juste charger un binaire. Dans ce cas-là, en méga, c'est assez conséquent. Mais après, il n'y a pas besoin d'avoir toute une VM avec les autres. Just a quick follow-up. Is there a slowdown on when like you're turning on the virtual machine on the browser? Or that's not executing all first site, right? What do you mean? The virtual machine to execute the compiled code. So at first time access, you get this like a performance panel to like a slowdown when you starting the virtual machine, or that doesn't. I don't think there's a big overhead of starting the virtual machine. Right. Because literally the WebAssembly code is compiled to x86, so you just have to load the binder basically. Yeah. Donc on a un module. Un module, c'est des fonctions. Bon. Les fonctions d'entité. Donc on a un type ici. Ils ont décidé d'indexer les types et les fonctions dans le code. Et donc on a un type numéro 0 qui prend, donc c'est un type de fonction qui prend un argument, un paramètre et qui retourne un résultat. L'argument, c'est un entier 32 bits, le résultat, c'est un entier 32 bits. Il y a 4 types de base dans WebAssembly, dans la version 1 en tout cas, des entiers 32 bits, 64 bits, des floats 32, des floats 64. C'est tout. Et donc, si on a une fonction, oui, on va voir aussi c'est des fonctions, donc on a une première fonction, le code n'est pas implémenté. Donc cette fonction prend un argument orthogonal. On a une deuxième fonction qui prend deux arguments orthogonales. Et donc je vais vous montrer son exécution. Donc c'est très classique en termes de stack-based. Donc le code de get, ça va accéder la variable locale numéro 0. Les variables locales, c'est en gros les arguments. Donc ici on a deux paramètres. Donc on a deux variables locales qui sont disponibles. On peut définir d'autres variables locales qui vont être utilisées comme une variable temporaire, mais ça ne concerne pas ici. Donc là, on accède à la première variable locale, on a pouce sur la pile. Puis on a un if. Le if, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder la valeur au-dessus de la pile, est-ce que c'est 0 ou pas? Si ce n'est pas 0, je vais dans la branche ben, sinon je vais dans la S. Et si ça n'est pas 0, donc on va dans le ben, on se retrouve dans le if. On accède au local 1, 2. On fait une addition,
Donc, add, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les deux valeurs au-dessus de la pile, les ajouter, mettre leurs effets sur la pile. Puis, on peut parler d'un appel de fonction. Donc, les appels de fonction, comment ça se passe? On a une instruction call, beaucoup plus simple que dans d'autres assembleurs. Donc, on fait juste une instruction call. Bon, le CMI va se charger de gérer tout ce qui est paramètres, valeurs de tout, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une valeur sur la pile, on appelle une fonction qui a un paramètre. Cette valeur est passée en paramètre. La fonction est exécutée, il y a un résultat, le résultat se retrouve sur la pile. Donc, après notre instruction call, par exemple, la valeur n'a pas changé parce que c'est la fonction identité. Et puis, on a une instruction drop ici pour enlever la valeur au-dessus de la pile, par exemple. Et on arrive à la fin de la fonction, on a bien réduit, donc on n'a pas de résultat pour cette fonction. S'il y avait des éléments trop sur la pile, on les supprimerait. Mais ici, il n'y a pas de. OK? Ouais. Si le il donc, alors, on a une valeur, il inspecte la valeur, il l'enlève. Non, tu pourrais tout mettre sur la ligne techniquement. T'as deux, en fait, donc c'est lui, il y a le format textuel et le format binaire. En pratique, tu vas travailler avec le format binaire, mais si vous montrez ça avec le format textuel, mais il y a deux formats textuels aussi. Il y a le format textuel, tu mets tout dans les expressions, dans les parenthèses. Mais si en fait, if c'est le point clé, et puis tu as une instruction, on sait que le point get, ça prend un argument comme instruction. Donc tu peux passer ça assez facilement, il n'y a pas. L'indentation n'est pas importante. Donc tu ne peux pas mettre une autre instruction ici à la place de 0. C'est local.get en unique. Puis l'instruction suivante. Ouais, mon interrogation, comme mot, en fait, cinq instructions sont dans que je considère dans le. Ouais. Il y a un S. Donc ça, c'est en gros comment l'Assembly fonctionne, comment il s'exécute. J'ai quelques slides sur les avantages de l'Assembly. Mais donc, quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a une spécification. Donc, quand on travaille avec l'Assembly, c'est défini clairement qu'est-ce que chaque élément fait. La spécification, elle est bien faite. C'est en fait, le type qui a commencé à faire la spécification, c'est un ancien académicien qui travaillait chez Google à l'époque. Et donc, il avait quand même un point de vue académique assez bien construit. Et donc, en termes de taille de spécification, ça reste assez petit. Et donc, la spécification, il y a chaque chose est définie 3 fois. Une fois en anglais, une fois en maths et une fois en code. Ces 3 choses, c'est la même chose, mais ça permet de toucher tout le public. Donc, ici, il y a une description donc 1, donc on va faire un local.get de x, on va d'abord regarder la frame courante, et puis on a l'insertion dans la frame courante, on regarde la valeur du local de la local x, et on touche cette valeur sur la stack. Ça, c'est la première version de la spécification. La deuxième version, c'est un petit on a local.get x, flèche, val, si f.local, x égale à x égale à val. C'est la même chose. Et puis on a un code, un camel, avec la spécification, elle coévolue avec une implémentation qui correspond exactement à la spécification. Et donc dans ce code, on dit, si on a une configuration, donc un état de la machine virtuelle à un moment, alors on peut faire une step vers la configuration suivante. Donc on va regarder quelle est l'instruction qu'on doit exécuter. L'instruction dans local get x, on va accéder à la x dans la virtuelle. C'était super utile d'avoir cette implémentation parce que moi j'ai implémenté mon analyseur en local aussi, et donc j'ai pu leur envoyer des parties de code pour parser les autres. J'avais pas envie d'en faire. En termes de modèle d'exécution, le binaire WebAssembly, il est dans une sandbox. C'est-à-dire que ça, imaginez que votre PC, votre browser, si vous exécutez un binaire WebAssembly,
il est dans sa prison en quelque sorte, et il a accès à rien à part à ce que vous lui donnez. Donc, supposons qu'on a plein d'appels de poste, plein de systèmes possibles ici. Il n'a pas accès par défaut, à part si on lui donne avec l'objet d'import qu'on avait vu au début. Par défaut, un binaire WebAssembly, tout ce que ça peut faire, c'est du calcul. Si on lui donne des fonctions en plus, il va pouvoir les appeler et faire d'autres choses. Mais par défaut, dans le pire des cas, il peut juste calculer les trois fois. Le modèle mémoire, donc chaque application WebAssembly a une mémoire. Il appelle une mémoire linéaire. En gros, c'est juste une array de bytes qui est isolée du reste de la mémoire du processus. Donc la mémoire, elle se retrouve ici plus ou moins. Donc elle est isolée dans le sens où on ne peut pas accéder hors de cette mémoire. Si le binaire WebAssembly essaye d'aller lire la mémoire autre part, en dehors de ses bornes, ça ne va pas fonctionner. En fait, il n'y a même pas moyen dans le binaire de spécifier une adresse hors des bornes, parce que la mémoire, on commence à 0 et on s'arrête à la fin, et on va juste checker si on ne dépasse pas la fin. Donc on peut faire ce qui est arithmétique de pointeurs, etc. Mais on reste toujours dans cette mémoire-là. On ne risque pas d'aller lire de la mémoire. Donc on se retrouve dans une VM où les variables locales, les variables globales qui sont plus ou moins les logiques, la pile d'appel, tout ça, ce n'est pas disponible au sein du programme WebAssembly. C'est la VM qui gère ça pour nous. Le programme WebAssembly n'a pas à gérer ça. Et donc, tout ce qui est ce genre d'ordre-là, on oublie en WebAssembly. On n'a pas la full stack, par exemple, qui est dans la mémoire. Et ça permet d'éviter certaines. Donc, si on regarde en termes d'intégrité des flux de contrôle, s'assurer qu'un programme WebAssembly s'exécute comme il faut et ne risque pas d'être attaqué, il y a 4 éléments qu'on voudra protéger. Tout ce qui est les sauts, tout ce qui est appel de fonction directe, qui est retour d'appel de fonction, et tout ce qui est appel de fonction indirecte ou pointeur de fonction ou autre système. Au niveau des sauts, en WebAssembly, tout ce qui est saut est structuré. On n'a pas d'instruction jump comme en binaire x86 par exemple, où on peut le jumper n'importe où dans le binaire et commencer à exécuter n'importe quoi. Ici, en WebAssembly, on a une instruction break, ça va aller à la fin du bloc actuel. Si on dit break 0. On dit break 1, ça va aller à la fin du bloc. Pardon. Donc on peut toujours qu'aller à la fin ou au début d'un bloc. On ne peut pas se retrouver à jumper au milieu d'un bloc et commencer à exécuter du code. Ça, c'est pas possible en WebAssembly. Donc ça, c'est une bonne chose au niveau des sauts. On ne risque pas de se retrouver avec des trucs bizarres qui se passent. Au niveau des appels de fonction, comme c'est une VM, c'est géré en fait, la pile d'appel est gérée par la VM. Elle n'est pas gérée par le programme. Le programme n'a pas à installer ses paramètres sur la pile d'appel, n'a pas à jumper quelque part et puis à récupérer les valeurs de retour. Et donc, même chose, l'adresse de retour, qui par exemple, dans du code x86, peut se retrouver changée d'une façon ou d'une autre, et on peut se retrouver à jumper là où il ne faut pas. Mais ça, c'est géré par les VM. Et donc, on n'a de nouveau pas tous les risques issus donc, en termes d'appel de fonction directe et de retour d'appel de fonction. Les appels de fonction indirects, c'est quelque chose qui permet d'utiliser les fonctions de fonction, par exemple. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on charge une valeur sur la pile. On la charge. Et puis, on fait un appel indirect à une fonction de type 0. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'au WebAssembly, il y a une table de fonctions qui est définie ici. Cette table contient la fonction 1, 2, 3, 3, comme défini ici. Et donc, quand on a un appel indirect, on va regarder la valeur au-dessus de la pile. Cette valeur est un indice dans la table de fonctions. Donc, si je dis appelle la fonction, je push 1 et puis je dis faire un appel indirect, je vais appeler la fonction. Même chose avec 2, avec 3. Il y a un check au niveau des types. On peut appeler que les fonctions qui ont le type qu'on veut. Mais on peut quand même se retrouver en attaquant le programme à rediriger le flow de contrôle du programme si on arrive à changer la valeur qui se trouve sur le dessus de la pile quand on fait un appel indirect.
Donc à ce niveau-là, on peut quand même faire router certaines parties du protocole. Donc c'est pas encore 100% protégé, mais bon, en même temps, on va pouvoir compiler du C et d'autres langages. Donc en termes de sécurité, c'est pas trop mal, surtout l'aspect sandbox. Oui, cet aspect-là aussi, c'est assez intéressant. Donc, il y a certaines garanties en termes de sécurité. En termes de performance, donc, il y a des gens qui ont fait des tests. Mais si on prend des applications qui calculent beaucoup, en Retracer par exemple, on voit que en termes de frame per second, là c'est natif, ça c'est WebAssembly, ça c'est JavaScript, donc on s'approche assez fort du code natif. Si c'est des gens qui ont pris une application, c'est une entreprise qui avait une application qui a été traduite en partie en WebAssembly et ils ont eu une amélioration de performance. Et là, c'est un test sur, je ne sais plus exactement ce qu'il calcule, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il montre que au plus l'input qui passe à leur programme est grand, en plus la différence entre WebAssembly et JavaScript va être petite. Parce qu'en JavaScript, s'il y a beaucoup de calculs à faire, le just-in-time compiler, il va venir et il va pouvoir optimiser ce code-là. En WebAssembly, c'est optimisé de base. Donc, pour des petites tailles de données, ça va être déjà optimisé. Et pour des grandes tailles de données, il n'y a plus tellement à gagner. Donc, c'est intéressant. Mais donc, les performances sont mieux, mais il faut aussi prendre en compte que JavaScript, ça fait des dizaines d'années que les gens ils optimisent les performances à fond. WebAssembly, ça a 3 ans ou 4 ans. Donc, il y a encore de la place pour grandir. En termes de langage supporté, il y a pas mal de langages qui peuvent compiler vers WebAssembly. Ça, c'est une liste pas entièrement à jour. Donc, quand il y a un poussin entièrement né, c'est que le langage est supporté. Quand il y a un poussin qui est en train de sortir de l'œuf, c'est qu'il y a un certain support. Et quand il y a un œuf, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dessus, mais ce n'est pas encore vraiment supporté. Bon, il y a des trucs un peu bizarres. Il y a WebAssembly qui se retrouve dans la liste des langages supportés par WebAssembly. Oui, c'est facile de faire un compilateur WebAssembly vers WebAssembly. Mais bon, il y a du C, C#, C++, Go. Rust est aussi pas mal supporté, une grosse communauté Rust qui aime bien faire du WebAssembly. COBOL, visiblement aussi. Ouais. S'il y a des gens qui doivent faire de la réingénierie d'applications COBOL, ça peut toujours être intéressant. Mais donc, il y a un certain support, pas mal. Ok. Donc ça, c'était les bonnes parties. Maintenant, on va regarder un peu les problèmes qu'il peut avoir au niveau de WebAssembly. Et pour ça, j'ai repris une figure d'un article qui est assez bien fait pour ceux qui s'intéressent à la sécu. De WebAssembly, je vous conseille de lire cet article. Il est assez bien construit. Et donc, l'idée, c'est qu'ils ont pris... ils ont fait une cartographie de différentes façons d'attaquer un programme WebAssembly en gardant en tête que c'est un programme à la base qui est écrit en C ou en C++. Donc, ce qu'on va voir là, ça s'applique pas spécialement si vous prenez un programme écrit dans d'autres langages plus C. Et donc, ici, on a différentes boîtes. On a des adresses retours qui sont C et qui sont managed, il y a une faute. Ça, c'est bien. Et le reste, c'est un peu moins bien. Donc, tout ce qui est avec une bombe, c'est les vecteurs d'attaque. Tout ce qui est avec un bouclier, ce sont les protections qui peuvent être manquantes. On a au niveau de WebAssembly. Je vais vous montrer quelques trucs là-dedans. Donc, par exemple, en x86, si vous accédez à une page dans la mémoire qui n'est pas mappée, vous avez une faute de segmentation. En WebAssembly, vous avez accès à toute la mémoire, il n'y a pas de concept de page. Donc, vous ne vous retrouvez pas avec des pages non mappées. Si vous arrivez à changer le pointeur que vous lisez pour qu'il soit 3000 adresses plus tard, aucun problème, ça fonctionne. Donc, tous les accès sont autorisés en WebAssembly tant qu'ils restent dans la mémoire linéaire, dans la mémoire haute. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Tout ce qui est randomisation de ASLR. ASLR.
Donc, dans le code natif, on peut randomiser la façon dont le layout est organisé. Est disposé. En WebAssembly, ça n'existe pas encore, en tout cas. Donc ça, ce sont des défenses qui n'existent pas en WebAssembly. C'est une plateforme 32 bits aussi au WebAssembly, donc c'est très utile d'avoir ça à ce niveau-là. Protection de page, mais donc déjà, on n'a pas de concept de page, donc ça cause de page. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en WebAssembly, la mémoire, elle est accessible en lecture, en écriture, mais pas en exécution. Donc, on ne peut pas se retrouver à jumper quelque part dans la mémoire et exécuter ça comme du code. Donc ça, c'est bien, mais par contre, toute la mémoire est accessible en lecture et en écriture. On ne veut pas dire certaines pages sont accessibles en lecture seulement. Certaines pages ne sont pas accessibles. Donc, je disais que on n'a pas à gérer la pile d'appels. Donc, je disais, on n'a pas à gérer la pile d'appels en WebAssembly, c'est cool. Sauf que quand on se retrouve à compiler du code C, on a la sélection tout à fait, par exemple, on se retrouve à compiler du code C et on doit stocker des chaînes de caractères sur la pile. À ce moment-là, ça devient un peu compliqué parce que la VM n'est pas faite pour stocker autre chose que des nombres. Donc, si on lui passe 5 nombres en argument, ça va, elle peut stocker ça elle-même dans la VM. Mais si on lui passe un pointeur vers une string, il faut sauver. Si on veut lui passer une string statique, il faut mettre ça quelque part. Et donc, les compilateurs C, ce qu'ils font, c'est qu'il y a différentes versions, mais ils émulent en quelque sorte la pile d'appel de C dans la mémoire linéaire. Donc, on se retrouve en fait avec le problème de base. Et donc, ici, on a un exemple de programme. On a une fonction qui appelle une autre fonction vulnérable avec un input utilisateur. Cette fonction vulnérable, elle va juste faire un string copy de l'input dans un buffer, sans limite. Donc, on peut se retrouver à overflow du buffer dans une variable locale. Et en fait, de par le fait, donc ici, on a la représentation de la pile émulée, en quelque sorte. Donc, on a notre buffer vers lequel on va copier. Au-dessus, on a la variable locale. Et puis au-dessus, dans notre pile d'appel, on a la suite, on a toute la call stack. Là-bas, on a la frame du parent. Donc, on peut se retrouver à écrire sur cette chaîne de caractères-là aussi. Donc, quand on compile du C, on se retrouve avec des cas comme ça, où on peut avoir des problèmes de sécurité de tout ce qui est il n'y a pas non plus de stack canaries. Donc, l'idée des stack canaries, c'est qu'on veut protéger l'adresse de retour. Donc, ça, c'est la pile d'appel dans un binaire classique. Donc, on a notre variable locale, puis on a une canary qui nous permet de protéger l'adresse de retour. Ça permet de ne pas écraser l'adresse de retour et de retourner n'importe où dans le programme après l'exécution de la fonction. Mais on a mis l'adresse de retour, elle est stockée autre part, elle est gérée par la VM, donc ça c'est bien. Donc, il n'y a pas de stack canary. Mais donc, on se peut se retrouver à écrire n'importe quoi où on veut sur le pile émulé, en quelque sorte. Et donc, avec tout ça, donc dans l'article, ils reviennent un peu sur tout ça. Il y a d'autres attaques assez intéressantes. Avec tout ça, dans ce même article, ils ont monté quelques attaques. Je vais vous en montrer une. Donc ici, l'idée, c'est, imaginez, vous avez un service web de conversion d'image. Ce service, il est implémenté en C++. Qu'est-ce qu'il va faire? Il reçoit une image, un input, et ça, cette partie-là est implémentée en C++ et compilée en WebAssembly. Donc, il reçoit un input, il le convertit de format PNM d'image vers le format PNG, et puis il stocke ça dans un document de flights et il rajoute un image tag dans la page. Sauf que la fonction PNM to PNG, c'est une vieille version qui contient une vulnérabilité. Et donc ça, c'est le résultat, c'est la page qu'on a. Donc on peut choisir une image. On peut prendre une image ici. Et ça convertit l'image en PNG. Tout va bien.
si maintenant on prend un autre fichier, en fait, on voit qu'il y a eu une erreur quand on a appelé ce service. Il y a eu un accès hors des bornes. Et puis, du coup, on peut aller prendre un autre fichier encore. Et là, on se retrouve à exécuter du code JavaScript. Parce que ce fichier est construit d'une façon à faire exécuter ce qu'on veut. Ce qui se passe en pratique, je vais vous montrer peut-être. Donc ce fichier exploit, il contient juste une chaîne de caractères très longue. Et puis, en fait, là, on va au flow et on va avoir notre head. Et donc, en pratique, au niveau du code, c'est ce qui se passe. Alors, non. Bon, on se retrouve à overflow en fait dans le tag d'image. Donc, plutôt que de faire un document tries de ce tag-là, on fait un document tries d'un script. Donc, on se retrouve à faire de l'exécution arbitraire de code JavaScript dans le browser. Donc, ça, c'est une première attaque qui montre dans sa revue. J'en montre deux, trois autres, mais celle-là, elle est la plus simple. Dans un autre article, ici, il y avait la même idée. Et si on se retrouve à faire. C'est une application en C qui utilise Unscripten, qui est une librairie pour compiler vers JavaScript et qui donne accès à certaines fonctions, telles que cette fonction script, qui permet d'exécuter des codes JavaScript dans le client. Et donc, même chose ici, ils appellent cette fonction un endroit, mais on arrive à rediriger l'application de sorte qu'on appelle en fait cette fonction avec une certaine chaîne de caractères qui va du coup lancer une alerte dans le client. Si tu veux, je te donne après les références. Okay. Bon, quand on reste dans le browser, il faut accès au browser pour pouvoir exécuter ce qu'on veut sur le browser, donc c'est pas trop grave encore. Par contre, si on exécute du code WebAssembly au niveau du serveur, ça peut devenir plus embêtant. Et donc ici, on a un code construit pour l'attaque, donc c'est pas du code réel. En fait, on a des pointeurs de fonctions et quelque part, il y a une entrée utilisateur qui va pouvoir manipuler d'une certaine façon le pointeur de fonction, vers quoi ils pensent, et ils arrivent à rediriger un appel de fonction par pointeur de fonction vers cette fonction exec qui est disponible dans le binaire WebAssembly. Cette fonction exec, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance une commande shell. Et donc là, on peut faire de l'exécution arbitraire de ce qu'on veut sur un serveur. Et donc là, ça devient plus embêtant. Ça, c'est une attaque qui n'existe pas dans d'autres contextes. Parce que notre mémoire linéaire, donc elle est accessible en lecture et en écriture, pas en exécution, c'est bien, mais elle est accessible en écriture. Et donc, dans cette attaque, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent, en faisant un overflow à ce niveau-là, à réécrire cette chaîne de caractères constante et à réécrire le nom du fichier. Donc, ils se retrouvent à écrire dans un fichier arbitraire du texte arbitraire. Alors que normalement, dans un modèle d'exécution x86, ben, ça, c'est des données constantes, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas les changer. C'est un littéral dans le code, c'est un littéral, ça ne change pas. Et donc, ben, en fait, ces données au niveau de WebAssembly sont représentées dans la mémoire, et c'est juste la mémoire est initialisée en comptant ces données-là, et on peut aller écrire au-dessus de ces données-là. OK. Donc ça, c'est tout ce qui se passe au niveau de la sécu en WebAssembly. Tout ça, de nouveau, c'est des attaques qui sont possibles parce qu'on compile du C vers du WebAssembly. Si on compile d'autres langages, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Donc voilà, ça c'est le point. Ça, c'était la première partie de ma présentation. Je ne sais pas trop
Maintenant, je vais parler un peu plus de tout ce qui est des outils qui existent pour travailler avec du WebAssembly. Donc là, c'est plus académique. Donc, le monde académique a un peu regardé ce qui se passait au niveau de WebAssembly et a produit un certain nombre d'outils de recherche qui permettent de travailler sur ces binaires-là. Donc là, il y a un ensemble d'articles là-dessus. Moi, de mon côté, ce que j'ai fait, je fais quelques recherches sur WebAssembly. J'ai fait mon outil d'analyse statique pour WebAssembly, une sorte de librairie qui permet, de bibliothèque qui permet de manipuler les programmes WebAssembly et de faire certaines analyses. Et vous avez en gros, dans cette bibliothèque, les blocs de base pour construire une analyse plus poussée de WebAssembly. Donc, le disponible ici, c'est implémenté en OCaml parce que j'aime bien OCaml et parce qu'il se trouve que la spec elle est aussi implémentée en OCaml. J'ai utilisé cette librairie pour deux types d'analyses. Je vais vous détailler un peu ça. Donc, le premier type d'analyse que j'ai fait, c'est du program slicing. Est-ce que vous êtes familier avec le program slicing ou pas spécialement? Donc, en gros, program slicing, c'est un type d'analyse qui peut servir à plein de choses. Donc, on peut faire tout ce qui est du débogage avec, on peut faire de la compréhension de programme, on peut faire de la réingénierie. Donc, c'est une application qu'on essaye de comprendre et qu'on veut réimplémenter dans un autre langage. On peut faire du reverse engineering aussi. Tout ça sont des applications qui sont possibles avec le programme slicing. L'idée du slicing, pour faire très court, c'est supposons qu'on a un programme, ici on a un programme C. Ce programme, il calcule une somme et un produit. Et supposons qu'on ne soit intéressé que par ce qui se passe au niveau de cette ligne. Donc on veut un programme minimal qui correspond à ceci, qui préserve la sémantique de cette ligne. Cette ligne, on appelle le critère de slicing. Eh ben, une technique de slicing va nous donner ce programme minimal. Donc ici, on est juste intéressé au produit. Donc on garde toutes les lignes qui calculent le produit et qui permettent d'exécuter ça. On peut compiler ce programme, on a le même résultat. En pratique, il y a plusieurs dimensions de comment faire ce slicing. On peut calculer des slices qu'on appelle exécutables ou des slices qui sont des slices de fermeture. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. On a des slices statiques et dynamiques, donc des surapproximations ou des sous-approximations de la slice minimale. Et on a des slices qui peuvent aller vers l'arrière ou vers l'avant. Donc ça, c'est les différentes dimensions. Moi, j'ai fait une technique de slicing exécutable statique. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ce genre de technique-là? On a un programme de base, on regarde quelles sont les valeurs dont on a besoin de cette variable produit. Alors, où est-ce qu'elle est définie? Elle peut prendre sa valeur d'ici, elle peut prendre sa valeur aussi ici. Et donc, on peut continuer ce processus-là. Ici, produit, pour avoir cette ligne-là, on a besoin d'avoir la valeur de produit et la valeur de i. Produit peut être défini ici ou là, i peut être défini là ou là. On continue comme ça et on se retrouve avec un programme, un graphe de dépendance de programme, Program Dependency Graph, et donc on a juste à garder toutes les lignes d'où part toutes flèches. Ça, c'est l'idée générale. Moi, j'ai appliqué ça à WebAssembly, il y a quelques subtilités. Je ne vais pas revenir trop dans les détails ici là-dessus. Mais donc, ça, j'ai présenté ici l'année passée. Et en gros, on se retrouve, donc j'ai évalué ça sur environ 500 millions de slices. Donc, on avait un gros benchmark de programme WebAssembly, on a calculé une slice par fonction, par instruction. Donc, chaque fois, on dit, telle fonction, pour la première instruction, c'est notre critère de slicing. Pour la deuxième instruction, c'est notre critère de slicing. Ça nous donne un ensemble assez volumineux de données. C'est très difficile à présenter ça visuellement, quel est le résultat. Mais donc, en gros, on a des slices exécutables qui sont d'environ la moitié, en moyenne de la moitié de la taille de la fonction qu'on slice à la base. C'est élevé pour une technique de slicing, mais c'est dans l'ordre de grandeur que d'autres techniques de slicing de binaire font. Parce qu'effectivement, 50%, c'est beaucoup. Mais en fait, on se retrouve très vite à avoir une opération load dans la slice, par exemple. Donc, on cherche quelque chose depuis la mémoire. Et si on n'a pas une analyse précise pour savoir qu'est-ce qu'on load, on va garder toutes les instructions qui touchent à la mémoire. Et donc, on se retrouve très vite avec beaucoup de données dans la slice. Mais c'était assez rapide. C'était en moyenne 4 secondes pour calculer une slice.
Et on se retrouve parfois à calculer les sizes sur des fonctions qui font des milliers et des milliers d'instructions. Donc ça, c'était une première application d'analyse statique pour WebAssembly. Quelque chose sur lequel j'ai travaillé un peu, et puis que j'ai laissé de côté, et puis que j'ai recommencé, et puis donc ça, c'est sur ça que je travaillais avant d'arriver ici. C'est ce que je voulais terminer avant de partir à la Belgique. Entre-temps, je me suis cassé le coude. Je suis tapé à une main. Quand on tape à une main, on ne travaille pas vite. Donc j'ai laissé ça en suspens, je n'ai pas eu le temps vraiment de reprendre. Et donc l'idée, c'était de faire une technique de taint analysis pour WebAssembly. Taint analysis, l'idée, c'est qu'on a des sources d'informations et on a des endroits où on pas que ces sources d'informations arrivent. Ici, on a un PHP, par exemple. On a une entrée utilisateur qui va dans cette variable 7. Et puis, on se retrouve à faire un appel, on se retrouve à construire une variable où on met ces données et puis on fait un appel à une base de données. Et donc, on se retrouve avec une injection SQL parce qu'on a eu un flux de données d'une source vers un sync et que ces données n'ont pas été sanitized. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut détecter de façon statique. On peut dire, ben, tiens, en fait, il y a eu un flot de données de là à là et ça n'a pas passé par un sanitizer et donc c'est potentiellement une vulnérabilité. En WebAssembly, pourquoi est-ce qu'on pourrait faire ça? Ben, une des applications, c'est si on a un outil de taint analysis pour JavaScript et que le code JavaScript appelle du code WebAssembly, il faut pouvoir modéliser ce qui se passe au niveau du code WebAssembly. Donc, comme on a cette interaction, c'est assez important d'avoir ça aussi au niveau de WebAssembly. Donc, moi, j'ai implémenté une technique pour faire ça. Je ne vais pas revenir trop dans les détails, mais c'est une technique d'analyse bottom-up. Donc, ça, c'est votre graphe d'appel d'un programme WebAssembly. Je n'ai pas modélisé l'interaction avec JavaScript. Je me suis limité à un programme C compilé en WebAssembly. Je veux trouver des flows d'une source vers un C. Ça, c'est le graphe d'appel. Et donc, l'analyse, elle est bottom-up, c'est-à-dire qu'on va terminer avec les fonctions qui n'appellent aucune fonction. On va commencer avec les fonctions qui n'appellent aucune fonction, les analyser, et puis on remonte dans le graphe d'appel. Ça nous permet, quand on analyse cette fonction-ci, en fait, d'avoir déjà le résultat de toutes les autres analyses. On n'a pas besoin de passer d'une fonction à l'autre et dire, tiens, en fait, maintenant, on appelle ci, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus scalable, en gros, mais ça demande quelques tricks pour faire fonctionner ça. Je peux revenir sur les détails pour ceux qui sont intéressés, mais je pense pour le moment, ce n'est pas le plus intéressant. Mais en gros, j'ai essayé d'évaluer ça sur ce type de programme, ici un peu simplifié. Ça vient d'un set de données, le SARD d'UNIST. Ces benchmarks sont très bizarres, je trouve. C'est des benchmarks qui ont été créés pour évaluer des outils d'analyse statique. Et donc, ils ont dit, on va prendre une vulnérabilité et on va l'implémenter de 60 façons différentes. Sauf qu'en fait, ces 60 façons différentes, ben, ils vont prendre ce code-ci, ils vont mettre un if auto, if true, et puis ce code-là. Et donc ça, c'est une façon. Une autre façon, c'est faire if, variable globale. La variable globale, elle est définie dans un fichier pas true. Et donc, il y a plein de variantes de la vulnérabilité qui, en fait, ne sont pas des variantes, c'est juste... Et donc, au final, ça, c'est ce qu'il faut analyser. Et donc, ici, on a une source. Donc, on a un fgetx, on charge une entrée utilisateur dans Docker. Et puis, c'est pas très important ce qui se passe, mais puis on fait un printf des deux. Printf, on passe au premier règlement l'entrée utilisateur. Donc, on a une attaque possible de format. Mais donc, notre source, c'est l'entrée utilisateur. Notre sync, c'est le premier argument à printf. Donc, ça, on peut modéliser dans l'analyse. Et donc, supposons, ici, ça donne une fonction fgetS. Ça fait notre printf, mais on veut savoir s'il y a moyen de passer de là à là. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut représenter. J'ai oublié de faire les animations ici. Mais donc, en gros, dans mon analyse, ce qui se passe, c'est qu'on va d'abord par exemple analyser cette fonction-ci. On va détecter que on taint une variable locale. Donc ça, on décrit un résumé de ce que fait cette fonction. Puis, donc comme on est bottom-up, on ne va pas passer à la 5, la fonction 5, qui est par exemple le code-ci. Parce qu'on a d'abord besoin d'analyser quelle fonction qu'elle appelle. Donc, par exemple, ça, c'est une fonction
printf, je peux l'analyser, ici. Ça, c'est la fonction qui appelle printf, qui est notre ça peut être une fonction qui appelle printf, et donc cette fonction, elle va par exemple appeler. Donc elle va appeler printf avec une variable locale, par exemple. Cette variable locale, on ne sait pas d'où elle vient, pas très grave. Mais donc ça, c'est le résumé de cette fonction. La fonction qu'il appelle, ben, elle l'appelle avec une variable locale aussi, locale 1. Et donc, on peut juste reprendre le résumé ici et adapter. Local 0 ici, c'est le local 1 parce que c'est l'application d'argument. Et on peut comme ça remonter. Et puis, on se retrouve ici dans la fonction 5 à voir qu'on appelle la fonction 6 avec quelque chose qui est print avec fgets. Et du coup, le fgets passe à la fonction 7, passe à la fonction 20, qui est notre print. Et donc, ça, on peut détecter qu'il y a un flow d'informations, une source, ainsi. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai implémenté, ça fonctionne. Le seul problème, c'est, dans ce code-ci pour montrer, c'est que je n'ai pas d'analyse d'alias. Et donc, mon code ne sait pas que data plus data-len, qui est en fait égal à 0, c'est la même chose que data. Parce que dans le code de service, ça se trouve un peu obscurci. On se retrouve en fait à faire un appel, je ne sais plus exactement dans ce code-ci, mais on se retrouve avec, on fait un appel à fgets avec une valeur, puis on fait un appel avec printf avec une autre valeur. Il se retrouve que ça pointe vers la même chose en mémoire, mais au niveau de l'analyse que j'ai, l'analyse n'est pas assez puissante pour ça. Donc pour ça, j'ai besoin de... ça ne peut pas analyser ce type de programme-là. Sauf que dans ce code-là, en fait, le problème, c'est que data-len est tout le temps à 0. Même ce code est construit bizarrement, je trouve. Je n'ai pas compris pourquoi, et c'est un pattern qui revient dans tous leurs exemples. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, je me suis dit, cet ensemble de données, il n'est peut-être pas super intéressant, mais je n'ai pas encore trouvé d'autres données sur lesquelles faire ça. Donc là, c'est où j'en suis. Une chose que j'aimerais bien faire, donc je vais là-dessus, c'est tout ce qui est analyse de similarité de code binaire. Donc, à la base, WebAssembly, une des premières utilisations qui en était faite, c'était pour faire du cryptojacking. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en WebAssembly? On peut faire du calcul. C'est tout ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on va faire de mal avec du calcul? On va miner des crypto-monnaies sur le PC des gens qui visitent notre site. Et donc, il y avait ce malware en quelque sorte, ça s'appelait Cryptonite, je crois, et ça minait des crypto-monnaies à votre insu quand vous visitiez un site. Si vous prenez le binaire WebAssembly de ce programme-là, vous le mettez dans différents antivirus, il le détecte comme il faut. Et ça, ce n'est pas un bon binaire. Si vous prenez ce binaire, vous renommez les fonctions, vous le mettez dans le même antivirus, ils font ah, celui-là, il est bon. Donc, en fait, il faisait vraiment une analyse sur prenez le H du binaire, il fait ça, c'est un mauvais binaire, tous les autres, ils sont bons. Donc, pour aller plus loin en termes de détection de code similaire, il faut des techniques plus avancées que juste regarder le H. Il y a un ensemble de techniques qui existent, tout ça, ce sont des techniques génératives sur tout ce qui est dans les formats binaires. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien regarder plus en détail, mais je n'ai pas encore eu le temps. Et si on regarde dans les articles existants qui traitent de WebAssembly, surtout les articles qui ont créé des ensembles de données, ils ont donc ils se retrouvent avec des milliers de binaires WebAssembly, ils voulaient savoir lesquels étaient plus ou moins les mêmes. Et pour ça, ils font des analyses de n-gram très basiques. Donc il y a 2 articles à 2 ans d'écart qui font exactement la même chose. Et donc c'est là où on se situe au niveau de l'analyse de similarité pour WebAssembly. Et je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Surtout que WebAssembly est très bien structuré, il y a moyen de dire, tiens, on va analyser fonction par fonction. Et donc, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là, mais voilà, personne n'a encore. Et donc, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Pardon? Juste avec les graphes de cette discussion-là, extraire des similarités intéressantes. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a pas mal. Je peux penser d'être. Ça, c'est de mon implémentation qui en OCaml, il y a moyen de facilement
sortir mon code WebAssembly. Et du coup, je peux lancer mon implémentation dans mon navigateur. Donc là, j'ai chargé un programme WebAssembly. Je peux avoir accès au graphe d'appel dans ce programme-là. Donc, on peut avoir pas mal de fonctions. Et donc, effectivement, peut-être qu'à ce niveau-là, il y a moyen de faire des plus intéressantes. J'ai pas encore. C'est plus dur de changer ça que changer le nom des fonctions. Effectivement, effectivement. C'est vrai. D'autres questions? Who's maintaining WebAssembly? Is it open source community? So WebAssembly is maintained by a consortium or alliance of many companies. So Google, Microsoft, whatever, all of these big names, they're actively involved in WebAssembly evolution. And actually the standard, so in 2019, you had WebAssembly 1.0. Few months ago or last year, you had WebAssembly 2.0. And so it's an evolving standard, and it's nice the way they did it, because you have to, if you want to, you can propose any feature you want. It becomes part of the standard if you follow the procedure. And part of the process is that you need to have it implemented in 2 different engines. And you need to expect to provide your extension to the spec with the implementation, etc. But it has to be implemented as part of 2 engines. And so that ensures that what you propose is actually useful for more than only you. Do you have also to write a comment? Yes. Oh, yeah. Yeah, I understand the performance, like there is some trade-offs. You get good performance at the beginning, but with JavaScript or Git, over time, Git takes over. Yeah, so the JavaScript engines are so heavily optimized that they will compete in the end. Yeah, so what would you say is like the selling point of WebAssembly, like one or two use cases there? What if I already have Go code and I want to put that on a web service, I think that's a good case. Yeah, so indeed, taking applications written in any language and compiling them to Right. WebAssembly is one use case. Developing one, I'm better off in other language, or would you say there's 2 use cases in which WebAssembly? No, I think it's a big use case is to make like desktop-like applications on the web, because JavaScript is fast for crunching data. If you have enough data to crunch, it will be fast. And that's what the benchmark shows. But if you want to interact with UI stuff, JavaScript will probably not be that fast as WebAssembly. So I think that's where most of the speed gains are. Quand même, tu sais, je veux dire, si dans WebAssembly, tu interagir avec le DOM, c'est quand même un peu difficile de faire accès au. Ben, pas du tout en fait, parce que Ça, c'est pas difficile parce que tu as tes fonctions importées en fait. En WebAssembly. oui, mais le coût de ces fonctions, est-ce que le coût de ça, le coût de ces appels-là? Alors, ça, c'est une bonne question. Moi, il y a quelques années, j'avais fait de la recherche sur ce qui était ASM.js et on s'est rendu compte qu'effectivement, le coût de passer du code compilé à du code non compilé était assez élevé. Les développeurs étaient au courant de ça, ils travaillaient là-dessus. Ça, c'était il y a 4-5 ans. Donc, je pense que pour WebAssembly, je n'ai pas vu d'article qui mesure ça, mais je pense que c'est possible que ça ait été amélioré. Mais voilà, je ne suis pas plus au courant que ça sur la question de performance. En général, il y a toujours cette espèce de mur-là dans tout. Là, tu passes parfois, le mur n'existe pas, mais souvent, c'est tu passes d'un système de langage à l'autre. Ben, disons que clairement, le cas d'usage principal, c'est tout ce qui est intensif en calcul, ça va être bouger du côté WebAssembly. Algo ou autre.